Bonjour à toutes et tous. On est vraiment très content de vous recevoir aussi nombreux pour ce week-end Art, Cinéma et Sciences, qui dès la première édition, sa première édition au 21 autour de Blade Runner, était devenu déjà un peu un temps fort de Nemo. Et on l'avait compris à ce moment-là avec Philippe Cadic, la réalité n'est peut-être qu'un scénario très élaboré. Alors, il y a 2 ans, il y avait une licorne qui était derrière moi et qui représentait un détail de Blade Runner. Et pour les exégètes qu'on est tous devenus un peu le temps d'un week-end, qui représentait la preuve que le détective Descartes, donc Harrison Ford, était peut-être lui aussi un être artificiel. Alors aujourd'hui, c'est une toupie, c'est la toupie d'Inception qui tourne en boucle derrière moi. Et vous le savez sans doute, elle est censée nous faire comprendre que si nous sommes dans un rêve ou dans la réalité. Et il y a aussi des hordes de gens qui en discutent, qui spéculent, qui sont pas d'accord, et c'est tant mieux. Ce qui compte le plus, c'est que les films de Nolan agissent sur nous comme des rêves implantés, des hallucinations collectives dont nous sortons heureusement indemnes. À l'époque, j'avais fini mon introduction sur Philippe Cadic en demandant s'il avait été Faust ou simplement Prométhée. Ce week-end, c'est vraiment Oppenheimer qui sera notre Prométhée. Nous sommes donc dans un week-end art et sciences. C'est Umberto Eco qui affirmait que les êtres humains ont une inclinaison à croire non pas ce qui est vrai, mais ce qui est vraisemblable. D'où une conviction personnelle, plus on met en jeu la fiction et la science-fiction, et plus on peut convoquer les sciences dures et les sciences sociales. C'est l'un des postulats de ces week-ends. Bien sûr, ce qu'il est convenu d'appeler art et science a plusieurs méthodes. Alors, par exemple, mettre ensemble au travail des artistes et des scientifiques pour produire une œuvre commune, ou encore mieux, produire des œuvres d'artistes ou d'ingénieurs artistes pour nous livrer une œuvre qui est exactement entre l'art et la science, comme c'est le cas dans une pièce que vous pourrez découvrir dans l'exposition Je est un autre, ici au 104, qui s'appelle Sève élémentaire de Fabien Léostic. Nonobstant, choisir un chef-d'œuvre ou un artiste qui en a réalisé plusieurs est notre privilège ce week-end. Alors c'est Mathilde Blottière dans le supplément Nemo de Télérama, je crois qu'il en reste encore, qui écrit « Ce qui intéresse Nolan, c'est le potentiel merveilleux de la science. Mais sa démarche finit tout de même par servir la science en piquant la curiosité des spectateurs. » Alors en effet, Nolan, il part souvent de vérités scientifiques avérées. On le verra tout à l'heure quand on va parler d'Interstellar. Et puis après, il nous transporte dans des contrées imaginaires. En tout cas, il intègre une science qui est plausible, à défaut d'être réaliste. N'est-ce pas, mon cher Roland Lehoucq, à qui j'ai piqué la phrase? Timothée Gérardin, donc l'un de nos deux grands témoins du week-end, dit que Nolan est le maître des illusions avec ses constructions trompeuses et qu'il faut voir ses films une fois pour les croire et une fois pour les comprendre. Et il semble en effet que ces films soient bien des mystères qui attendent d'être résolus. Et Véronique Bergen, dans La 7e Obsession, a bien raison d'écrire que ces films Tesseract élèvent le cinéma au rang d'accélérateur de particules fictionnelles, sondant les mystères de l'esprit et du cosmos. Alors, si Nolan n'est sans doute pas le plus grand réalisateur de l'histoire du cinéma, et d'ailleurs je vois mal qui pourrait dépasser Orson Welles et Stanley Kubrick, il est sans doute le réalisateur le plus intéressant des 15 dernières années et sans doute l'un des plus en phase avec le monde numérique dans lequel nous vivons. Pourtant, vous le savez, il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas d'email, il évite à tout prix les effets numériques dans ses films. Et rien que pour ça, respect. Et puis c'est même Cillian Murphy qui dit qu'il vous apporte son scénario en main propre et scrute votre réaction pendant que vous êtes en train de le lire, ce qui doit, j'imagine, être assez impressionnant. Néanmoins, l'inception, donc s'infiltrer dans nos esprits, voire y implanter des idées, n'est-elle pas aussi le propre de l'Internet marchand ou idéologique ? Lui-même, autant un rêve qu'un cauchemar partagé, que l'on retrouve dans bien des pièces de notre exposition Je vais un autre ici. Le rêve comme matériau à marchandiser, voire le neuromarketing assez terrifiant qu'on nous promet ou qu'on nous annonce. Par ailleurs, ce week-end est dans la thématique « Je est un autre », donc c'est la question de nos personnalités multiples qui est aussi au cœur de ces films. Alors évidemment, on pense d'emblée à la trilogie Batman avec ses différents masques d'apparence, une certaine schizophrénie des personnages.
Il y a le très kafkaïen Doodlebug, un de ses courts-métrages. Il y a les doubles du Prestige. Il y a dans Insomnia Robin Williams, le tueur, qui est un peu le double d'Al Pacino, le policier. Dans le très jeu est un autre aussi, Following, son film d'étudiant à l'université de Londres, il traite de la manipulation, de l'utilisation de l'autre pour arriver à ses fins. Et on dit parfois que Following a peut-être inventé les followers, quand les réseaux sociaux n'en étaient qu'à leur balbutiement. Et puis Oppenheimer, vous le savez, est représenté à la fois par sa propre vision en couleur et puis la réalité, ou en tout cas la vérité du moment, qui est en noir et blanc. Et c'est un personnage qui sait lui-même façonner plusieurs façades sociales. Et son jeu est incontestablement un autre. Et puis parmi les vilains, qui pourrait donner une suite à la trilogie Batman, et je vous rassure, il n'y en aura pas. N'oublions pas que Donald Trump a repris la musique de Hans Zimmer dans une vidéo promotionnelle en 2021, dans laquelle il s'est fortement inspiré du discours très populiste de Bane, donc le fléau de The Dark Knight Rises. Alors ça, c'est pour les vilains. Mais Nolan ne se présente jamais comme un démiurge omnipotent. Et il cite toujours ses sources d'inspiration. Et pour la structure narrative de ses films, par exemple non chronologique, quand il veut raconter Oppenheimer en 3 heures, il revendique absolument l'influence de Citizen Kane. Il parle de Heat de Michael Mann à propos des fusillades de The Dark Knight. Le salaire de la peur de Clouseau l'a inspiré pour Dunkerque et il l'a montré à toute son équipe pour préparer en amont du film, comme correspondant 17 d'Hitchcock, pour trouver des in-camera solutions et pour éviter de passer par des effets spéciaux. Et puis c'est vraiment un bonheur de l'entendre rendre hommage au Falstaff d'Orson Welles, qui comprend peut-être la plus belle scène de bataille de l'histoire du cinéma. Idem le Docteur Mabuse pour le Joker, par exemple. Et puis il y a aussi chez Nolan cette notion d'indécidabilité, l'atmosphère d'incertitude que le Britannique qu'il est a bien repéré dans des films comme Soupçon ou The Lodger de Hitchcock. Et contrairement évidemment à celui-ci, les studios le laissent faire jusqu'au bout et il peut presque tout se permettre pour nous mettre le doute, qu'on peut résumer par le So You Want to Be Fooled du Prestige. Pour Memento, son montage inversé antéchronologique est l'équivalent de la ratiocination d'Edgar Poe. Son raisonnement logique à l'envers pour remonter à la source du crime, qui dans Double meurtre dans la rue Morgue a inventé le roman policier, le whodunit. Puis il y a aussi le mot mindfuck qui revient souvent à propos de ces architectures paradoxales d'Inception par exemple, qui convoquent les prisons imaginaires de Piranèse, le labyrinthe des chairs, l'escalier paradoxal de Penrose, etc. Voire les palindromes et le carré Sator de Tenet. Et puis on parle aussi d'écran traumatique, car il y a presque toujours un événement traumatique initial dans tous ces films. Ces 2 premiers films, on a l'amnésie et l'insomnie. On parlera tout à l'heure des scènes traumatiques primitives de Batman et du Joker, mais il y a aussi le traumatisme post-11 septembre. Le collègue tué par erreur d'Insomnia, le meurtre de l'être aimé dans Memento, puis dans Interstellar aussi, l'abandon des enfants, même si c'est pour trouver d'autres ressources sur une autre planète, et le père absent. Et puis il y a encore ailleurs Cillian Murphy de dire « Je sais, papa, je sais que tu as été déçu, que je ne sois pas toi. » Et le père de répondre « Non, j'ai été déçu que tu essayes. » Pour Dunkerque, c'est la guerre éclair, le blitzkrieg, l'ennemi qui n'a pas de visage. Et le paradoxe, c'est quand même le paradoxe d'un cinéma traumatique qui a quand même rapporté 6 milliards de dollars. Et qui pourtant n'est peut-être pas si éloigné d'Hiroshima, mon amour, car chez Alain Resnais aussi, avant Hiroshima, il y avait Nevers. Donc, je crois que Christopher Nolan est aussi un romantique qui a le désir de renverser le temps et de revenir vers celui de l'innocence. C'est peut-être pas un hasard si dans The Dark Knight Rises, Batman disparaît, mais Bruce Wayne vient s'installer à Florence, la ville de la Renaissance. Et puis,
Il y a ce besoin de rentrer à la maison, de retourner au pays, dans Dunkerque, au son des variations Enigma d'Elgar, l'hymne d'un paradis égaré, puis retrouvé, et en tout cas la résilience nationale après le traumatisme. Et puis, sans être trop freudien, rappelons qu'on ne peut pas rejoindre son inconscient. On ne peut le rejoindre que par le rêve. Et le cinéma en salle peut être considéré aussi comme un rêve éveillé. Et il le dit très simplement, Nolan. Il dit le cinéma, c'est un rêve partagé, voire implanté, le temps d'une séance. Mais si Nolan est un grand réalisateur, comme disait Alexandre Dumas à propos d'un préfet de police, il est peut-être trop fin pour être profond. Nolan ne fait pas toujours l'unanimité, la plupart du temps, heureusement, qualifié de génie visionnaire et parfois aussi de fournisseur de poudre aux yeux. On a pu lire ça et là, cinéma froid, embrumé, inérotique, mégalomane, roublard, verbeux, conservateur, cryogénisé. Alors est-il un génie visionnaire ou juste un charlatan malin ? On pourra peut-être apporter une réponse temporaire à cette question après ce week-end et ici même demain à 18h30 en répondant à l'ultime question qui est « Alors Nolan est-il vraiment un autre ?» Mais pour Nemo, qui est un petit peu le bureau des affaires non classées du 104, on restera toujours à son égard du bon côté de la force. Car, comme l'écrivait Mark Twain, mon maître à penser, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs burgers. Je vous remercie. Voilà, alors maintenant, l'atmosphère change un peu. Je voudrais vous présenter la fameuse Team Nolan, c'est-à-dire le groupe de travail qui prépare avec moi depuis plusieurs mois ce week-end. Donc en premier lieu, j'appelle Peter Strain. Peter, come on. Peter est un graphiste. Il nous est venu aujourd'hui de Belfast. Il passe le week-end avec nous. Et évidemment, il nous a rempli de joie avec la création de l'affiche de Week-end Nolan. C'était également lui qui avait fait l'affiche de Blade Runner il y a 2 ans. Et on est ravis de ce visuel. Voilà. Bon, on le réapplaudit une deuxième fois. Merci. You stay here. Ensuite, il y a 2 formidables artistes qui sont présents dans l'exposition Je est un autre. Donc, d'ailleurs, après les séances de dédicace à 19h, vous pourrez vous inscrire pour aller visiter l'un et l'autre leurs œuvres en petits groupes avant le concert du soir. Tout d'abord, Donatien Aubert, dont vous pourrez voir Veille infinie dans l'atelier 4. Il y a également Ismaël Geoffroy Chandoutis, dont vous verrez Madotsuki the Dreamer dans la galerie éphémère. J'invite ensuite Clara Chaloux, notre chargée d'expo. Où est Clara ? Elle arrive. Qui sera un peu aux manettes aussi tout le week-end. Donc un grand merci à Clara à la fois pour l'exposition et pour le week-end. Du coup, j'en profite pour remercier Mélodie, Carla et Stéphane à la technique, à la régie ce week-end. Ensuite, il y a 2 personnes qui ne sont pas là, mais que je voulais citer quand même. Julie Sauré, qui est la responsable de la communication de la chaire Arts et Sciences de l'École Polytechnique, de l'ENSAD et de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Il se trouve qu'ils ont un autre événement ce week-end où ils lancent leur nouveau média que je vous conseille d'aller voir en ligne, qui s'appelle .able. Il y a aussi notre directrice de communication qui n'est pas là, mais qui rêvait d'assister au week-end Nolan, mais qui avait un autre rêve encore plus grand, qui s'est concrétisé il y a 2 jours avec la naissance d'un petit Jim. Donc, longue vie à Jim. Et maintenant que se joigne à nous Christopher Robinson de l'École Polytechnique, Benoît Montigné de l'École nationale des arts décoratifs, et enfin, Frédéric Landragin du CNRS. Donc, vous avez leur bio dans la brochure Nolan, si vous voulez plus de détails. Et je passe le micro maintenant à Frédéric pour nous présenter les fameux 2 grands témoins du week-end et nous expliquer leur rôle.
Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'inviter nos deux grands témoins, c'est-à-dire nous avons choisi deux spécialistes de Nolan qui vont assister à toutes les présentations, à toutes les tables rondes, et demain soir nous faire une restitution, c'est-à-dire essayer de répondre à la fameuse interrogation « Christopher Nolan est-il un autre ?» Alors, elle est maître de conférences en art du spectacle et esthétique cinématographique à l'ENSAV, c'est-à-dire l'École nationale supérieure d'audiovisuel, qui est à Toulouse. Et elle a écrit beaucoup d'articles, et en particulier, ce qui nous intéresse le plus, c'est un livre qui s'appelle Critical Companion to Christopher Nolan, qui est un ouvrage collectif qui est paru en 2022 aux éditions Lexington Books. Elle s'appelle Isabelle Labruyère. Et le deuxième grand témoin, alors, il est sans doute parmi nous. Voilà, très bien. Donc il est critique de cinéma, il est l'auteur, là aussi, d'un nombre incroyable d'articles et de livres, dont je vais en citer deux. Le premier qui s'appelle Ciné-Miracle, l'émerveillement religieux à l'écran, aux éditions Playlist Society en 2020. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, un livre qu'on a tous lu dans l'équipe, qui s'appelle Christopher Nolan, la possibilité d'un monde, chez le même éditeur, mais en 2021, en tout cas pour son édition augmentée. Donc il s'appelle Timothée Gérardin. Merci de l'applaudir.